pommes de terre, vider les pots de chambre, brosser les draps, laver les escaliers, balayer les parquets cirés et dormir au sous-sol avec le chien, à côté du bois et du charbon. Ce passé était oublié, gommé. Mais la peau noire en Amérique, ni de la couleur des autochtones, ni de celle des pères fondateurs, est une peau greffée sur des millions de cadavres et d'ossements. Mort pour le confort et la luxure d'un vrai faux monde chrétien. C'est une peau transplantée avec férocité, sur des populations étripées comme des agneaux sans sépulture, pour faire place nette aux conquérants armés de bibles, de morgues et de canons. Et c'est pourquoi toute peau noire dans ce pays d'étoiles tremble dès le lever du jour. Et c'est pourquoi aussi, depuis ma naissance en 1906 dans le Missouri, je ne me suis jamais sentie chez moi. Alors, j'ai fui, et les paroles et les accents de ceux qui m'ont vu naître. Et j'ai cherché un lieu plus accueillant pour mon chant et ma danse, pour mon charme et ma vie, pour ma joie et ma foi, pour ma vitalité et aussi mon humour. C'est pourquoi, depuis ma naissance, je ne cesse de loucher. Et à force de loucher, j'ai souvent trébuché. Oui, dans sa danse sauvage, genoux pliés, taille cambrée, tête tendue vers l'avant, bouche entrouverte, yeux écarquillés, Joséphine annonçait tout ce que l'art moderne allait s'approprier. Joséphine entra dans la revue Nègre, signa timidement des contrats, la peur au ventre et dans la tête. Et son talent subjugua. Elle travailla à Berlin, puis rentra à Paris pour danser au son de la clarinette de Beckett. Sollicitée comme modèle par les peintres, comme meneuse de revue par les directeurs de music-hall, comme maîtresse par les nouveaux riches, Joséphine voyait arriver l'exploitation de partout. Mais le monde changeait. Le racisme et la xénophobie se partageaient les esprits. Joséphine ne changea pas, ou si peu. Elle méprisa les colportages et son étoile se porta mieux. Elle rencontra Mistinguett, Maurice Chevalier, Arletty. Le nombre de ses admirateurs allait grandissant. Elle en subjugua plus d'un. Idées, couleurs, toucher, vision, tout maintenant se rapportait à Joséphine. La mode s'en ressentit. Plusieurs produits cosmétiques portèrent son nom. Baker Fix pour les cheveux, Baker Derm pour la peau et Baker Color pour les teintures capillaires. On accusa Joséphine de vouloir réduire l'Europe en esclavage. Sa vitalité étonnait et s'imposait. Les reines du sexe en furent impressionnées, car pour Joséphine, la sexualité était un exercice de gaieté, comme la danse. Une sorte de plaisir de feu instantané. Joséphine, entreprenant une tournée en Europe, se heurta à l'idéologie hitlérienne. Le jazz fut interdit en 1935 à la radio, comme incarnation de l'alliance des Juifs et des Noirs, comme invasion du monde raffiné de la musique classique par des rythmes animaux. À Vienne, elle fut en lutte à toutes les tracasseries administratives. On lui reprochait tantôt sa couleur, tantôt sa nudité, tantôt la qualité de sa danse. Malgré la plaidoirie éloquente d'un certain Aldebert Sternberg,
Qui combat la nudité blasphème Dieu, qui créa l'homme nu. Un office de 3 heures fut célébré, en expiation des péchés contre la moralité commis par Joséphine. On fit sonner les cloches pendant les représentations pour détourner l'attention. En Hongrie, en Tchécoslovaquie, au Danemark, elle fut huée. Et quand elle retraversa l'Atlantique pour se produire en Argentine, elle fut stupéfaite de remarquer qu'elle n'en était pas moins controversée qu'en Autriche. Joséphine voyagea un peu partout dans le monde, avec son ami, son amant, son mari, Pepito. Ils parcoururent toute l'Europe, la Roumanie et l'Italie, et une bonne partie des terres d'Amérique du Sud, le Chili, le Brésil et l'Uruguay. Ils traversèrent plusieurs villes d'Espagne, Séville, Valence, Grenade et Cordoue, Madrid et Valladolid, Malaga et Barcelone. Amoureuse des paysages, elle disait « Chaque pays est une nouvelle danse que je veux apprendre ». Elle avait déjà écrit et chanté « Mon sang dans tes veines », donnant sa vision de la discrimination raciale. Ce n'était pas une marionnette sur les plateaux de télévision. Sa ferveur pour ses frères et ses sœurs de couleur et sa volonté didactique avaient déjà répondu à Biobino, qui professait l'horreur du sang mêlé. Ce mélange qui conduit au désastre et à la dégénérescence. Son livre de souvenirs suscita des récits, des romans et même des recherches scientifiques. Joséphine ne fut pas une simple passade dans l'histoire du XXe siècle, mais elle incarna un moment dans l'évolution des sociétés, avec sa folie, son étourderie, avec sa timidité et sa spontanéité, avec ses yeux qui n'osaient se poser sur rien, avec ses fesses qui cherchaient le mouvement, et ses 2 seins, toujours debout, pointés vers les astres et l'avenir. Elle pouvait défier le ciel, les fantaisies atmosphériques, jouant, dansant sous des orages terribles. Et plus le temps passait, plus Joséphine rajeunissait. Elle s'était déjà moquée de son corps, de son passé, des villes qui l'avaient chassée et pourchassée. De retour à Paris, les milieux à la mode l'accueillirent dans de brillantes soirées. Peintres, écrivains, artistes la courtisaient. Acclamée reine des colonies lors de l'exposition coloniale, cette gigantesque célébration de l'empire colonial français. Joséphine a souffert plus que toutes les femmes qui miment la sainteté. Elle a chanté en plusieurs langues les droits civiques, les droits humains, contre la mort et l'injustice. Elle a dit non à la ségrégation, non à toute imposture. Elle a prouvé à la terre entière que l'homme est fait pour vivre en famille. Elle créa un foyer pour réunir tous les enfants du monde. Elle en a adopté 2, puis 4, puis 6, 8, 10, 12. Elle devint à sa manière la mère des îles et des continents. Elle remonta sur scène et interpréta l'Arlésienne de Bizet. Elle y incarnait une mère qui aime son enfant plus qu'elle-même, mais ne parvient pas à le sauver. À un moment, elle se penchait sur son fils et poussait un cri déchirant qui arrachait des larmes aux 1500 spectateurs réunis pour la voir. Ce fut son dernier grand rôle dramatique. Puis, elle participa à la marche de Washington et prédit, haut et fort, qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et ceux des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité et que le sang devra se mélanger, sinon l'humanité courra à sa perte, car de ce mélange merveilleux naissent des hommes forts et intelligents. Cet alliage impétueux emporte les esprits fatigués. Elle eut 100 maris, encore bien plus d'amants, mais n'a jamais confié son cœur à personne. Toujours en route vers l'amour,
toujours en quête du bonheur, assoiffée d'identité, nostalgique de sa virginité, incarnation d'une sexualité libérée, paradisiaque. En robe noire, avec sa cape de plumes blanches, elle affronta majestueusement les plus grandioses décors. Elle se fit représenter en costume biblique, dans l'attitude de saint François d'Assise au milieu de petits-enfants. Elle réinventa sa vie, sa naissance, son enfance, et l'identifia à celle d'un peuple, de ce peuple dont elle était issue et qui était marqué par l'exil et de dramatiques événements historiques. La fierté noire, tel était son unique souci.